tous. Donc l'association des trésors d'art de Notre-Dame a organisé cet après-midi. Donc cet été, nous avons rencontré Nicolas qui est venu aux tapisseries, à la collégiale, faire quelques repérages. Il m'a expliqué ses travaux et je lui ai dit ce serait drôlement bien que vous puissiez revenir à Beaune, nous expliquer tout ça. D'où l'idée de l'organisation de cette conférence. Donc c'est les Amis des trésors d'art de Notre-Dame. Je remercie aussi la bibliothèque de leur accueil parce que vous allez voir que ça fait sens que cette conférence ait lieu ici. À la fin de la conférence, comme il va y avoir des belles projections sur nos tapisseries, vous pourrez trouver des livrets des tapisseries que nous avons confectionnées à partir des fleurs grâce au travail de Maryse qui est ici, merci Maryse, et donc ils seront à la vente à la sortie. Donc juste petite précaution, si vous pouviez penser à éteindre vos téléphones portables, ce serait drôlement bien. Voilà, et je laisse la parole à Clarisse qui nous accueille, la bibliothèque qui nous accueille aujourd'hui. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes, alors Anaïs Gros, la directrice de la bibliothèque, et moi-même sommes très heureuses d'accueillir la conférence de Nicolas Bousser à la bibliothèque. Cette conférence a donc été proposée par les Amis des Trésors de Notre-Dame, présidée par Véronique Mangold. Nous sommes également très heureuses de mettre à disposition de Nicolas Bousser le manuscrit qu'il a longuement étudié. Ce manuscrit est un manuscrit du XVe siècle, écrit sur parchemin, conservé à la bibliothèque. Il s'agit du Rational des divins offices. Ce manuscrit, comme la plupart de nos collections patrimoniales, appartenait au chapitre de la collégiale Notre-Dame de Beaune. Et c'est suite aux confiscations révolutionnaires, donc du clergé à l'État en 1790, que ce manuscrit, comme les autres manuscrits, ont intégré les collections de la bibliothèque. Je vais laisser la parole à Nicolas Bousser, et je vous le répète comme Véronique, s'il vous plaît, éteignez bien vos portables. Merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, merci beaucoup Véronique pour l'invitation. Merci beaucoup Clarisse et Anaïs pour l'accueil à la bibliothèque et surtout d'accepter de sortir ce manuscrit, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir un manuscrit du XVe siècle. Donc à la fin de la conférence, vous pourrez aller le voir, bien sûr. Il est ouvert à une page qui nous intéresse particulièrement. On va en reparler au cours de cette conférence. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je pense que ça... Plus fort ? Dans un premier temps, je vais me présenter, parce que je pense que c'est important. Alors, je suis historien de l'art diplômé de l'école du Louvre, spécialisé en peinture de 15e, 16e siècle en France, et notamment appliqué au cas de la Bourgogne. Et prochainement, je vais commencer une thèse à l'Université de Genève autour d'un sujet bourguignon, mais du XVIe siècle cette fois-ci. Là, aujourd'hui, on va parler de 15e siècle. Un sujet autour d'une famille de peintres, une autre famille de peintres. Aujourd'hui, c'est les Spicres, mais la thèse, ce sera autour des Ménassiers, des peintres actifs vers Montbard et Semur-en-Auxois, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Mais pour aujourd'hui, les Spicres. Je suis également photographe et chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre. Donc, les emplois du temps sont chargés. Parallèlement à mes études à l'école du Louvre, j'ai créé, avec un ami, un camarade historien de l'art également, un magazine en ligne qui s'appelle Coupe Filard, dont vous avez le lien, qui s'intéresse, qui propose des articles, des podcasts et des séries vidéo sur l'histoire de l'art. Vous me dites encore une fois s'il faut que j'augmente le volume ou pas. Parce que comme la salle est un peu grande... D'accord. Vous me dites, hein ? Oui. Donc, un magazine en ligne qui s'appelle Coupe Filard, qui propose des articles, des podcasts et des vidéos sur l'histoire de l'art. Donc, pas juste sur le XVe siècle en Bourgogne, malheureusement. Il y a aussi du XIXe, du XXe et toutes sortes d'articles et de contenus. Et c'est dans le cadre de ce magazine, d'ailleurs, que nous avons réalisé, avec un autre blogueur, une vidéo consacrée à Pierre Spicre, que nous avons tournée cet été, notamment à la bibliothèque, autour du manuscrit. Encore une fois, les équipes de la bibliothèque avaient accepté de sortir ce manuscrit, une vidéo qui est en ligne, donc si vous allez sur le site internet, vous pourrez la visionner, mais je crois que Véronique, vous l'avez fait parvenir déjà. On avait fait parvenir le lien aux membres de l'association. Alors effectivement, si vous n'étiez pas membre de l'association, vous n'avez pas eu le lien, mais cela dit, on pourra vous le renvoyer. On a une collègue qui a mis une partie de cette vidéo sur le site, sur le Facebook de la bibliothèque. D'accord. D'accord, oui. Alors, on va rentrer dans le sujet. Pourquoi Pierre Spicre ? Pierre Spicre, déjà, c'est un nom qui, quand on visite la collégiale de Beaune, qui résonne, on le voit marqué notamment à l'entrée de la chapelle Saint-Léger, et qui flotte autour de la tenture de la vie de la Vierge.
Donc, parallèlement à mes études à l'école du Louvre, encore une fois, j'ai redécouvert la Bourgogne, notamment la Côte d'Or autour de Beaune, puisque ma famille y habite. Et je me suis intéressé à ce peintre, Pierre Spicre. Je voulais savoir exactement ce qu'il en était. Et je me suis rendu compte que c'était loin d'être aussi évident, notamment par rapport au cycle de carton qu'il aurait réalisé pour la tenture de la vie de la Vierge, et notamment les peintures aussi de la chapelle Saint-Léger qu'on lui attribue. Mais on va voir que c'est beaucoup moins évident que ça, d'un point de vue documentaire et d'un point de vue stylistique également, surtout. Et aussi, je me suis intéressé à ça parce que bien évidemment, c'est un sujet bourguignon et la Bourgogne, c'est pas sûr. Notamment pour le XVe siècle, je vais en parler quand je vais remettre le contexte historique, la Bourgogne au XVe siècle est extrêmement puissante et c'est très riche d'un point de vue artistique et on a encore beaucoup de vestiges. Là, on est à Beaune, mais si on va à Autun et à Dijon, on trouve également beaucoup de vestiges du XVe siècle et des peintures très intéressantes, puisqu'il y avait tout un écosystème d'artistes très important. Alors, comment est venue cette conférence et cette vidéo autour de Pierre Spicre? C'est parce que j'ai publié cet été un article donc consacré à Spicre, mais à un pan particulier du dossier Pierre Spicre, puisque des peintures murales sont conservées dans le château Saint-Mère à Lausanne, donc on est en Suisse, des peintures qui sont attribuées au moins depuis les années 30, on va en reparler, à Pierre Spicre. Et un professeur de l'université de Lausanne, qui était de passage à Beaune, avait publié, je vous raconte tout, sur Instagram une story qui prenait en photo les peintures de la chapelle Saint-Léger et qui reprenait le cartel et qui disait les peintures de Pierre Spicre. Et suite à un échange avec lui, où je lui avais dit que c'était pas si évident que ça, il m'avait dit ça serait intéressant que tu puisses t'intéresser, te pencher sur les peintures que l'on conserve à Lausanne, et c'est comme ça que cet article a été publié et que aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder. Enfin, je ne vais pas me concentrer uniquement sur ces peintures suisses, puisque je vais essayer de remettre à plat le dossier Spicre et de réexpliquer. Attendez, Oui, je reprends. Oui, aujourd'hui, je vais essayer d'évoquer le dossier Spicre dans son ensemble pour résumer l'historiographie déjà autour de la redécouverte du peintre et ce qu'il en est, notamment des œuvres qu'on peut lui attribuer. Mais l'article donc a été publié cet été. J'ai amené quelques flyers de la revue, si ça vous intéresse à la fin. Alors c'est une revue d'architecture qui se focus essentiellement sur le patrimoine architectural dans le canton de Vaud, donc vers Lausanne, mais puisque les peintures sont dans le château Saint-Mère, qui est le siège du gouvernement d'ailleurs du canton de Vaud, les peintures sont dans une salle de réunion du conseil du gouvernement, c'est assez intéressant à voir. Voilà, donc les flyers sont là. Avant de commencer de nous intéresser vraiment à Pierre Spicre, je pense qu'on peut remettre un peu de contexte, dans un premier temps historique, à l'échelle de la Bourgogne au XVe siècle. Alors, il y a des gens qui feront ça beaucoup mieux que moi, il y a des historiens spécialisés dans l'histoire de la Bourgogne, des ducs de Bourgogne, mais je pense que ça peut être intéressant de redire brièvement dans quoi s'inscrivent les Spicre, puisqu'on va voir qu'il y en a plusieurs, mais notamment Pierre Spicre. Alors, la Bourgogne au XVe siècle, je ne vous apprends rien, elle est extrêmement puissante. Les ducs de Bourgogne, notamment ici à Beaune, on les connaît bien. Donc tout commence, entre guillemets, à la fin du XIVe siècle avec Philippe le Hardi. Philippe le Hardi qui est fils de Jean le Bon. Jean le Bon qui est roi de France, qui va mourir en captivité en Angleterre, dont un très beau portrait de lui est conservé au musée du Louvre. Philippe le Hardi, qui va épouser Marguerite de Flandre, ça va être le début de l'expansion, on va dire, de la Bourgogne, de l'expansion territoriale de la Bourgogne, puisque là, donc, nous avons une carte assez bien faite, où on voit bien qu'au milieu du XVe siècle, la Bourgogne monte jusqu'aux Flandres, jusqu'à Bruges, Gand, donc ce qu'on appelle les Pays-Bas bourguignons. Donc je reprends un peu le fil du XVe siècle. Philippe le Hardi qui épouse Marguerite de Flandre, qui va être régent de France. Donc personnage très important, qui va être régent en attendant la majorité de Charles VI. Charles VI qu'on connaît bien, Charles VI qui deviendra fou au début du XVe siècle. Et très vite, on va dire, le pouvoir du duc de Bourgogne vis-à-vis du roi va un peu diminuer au profit de Louis d'Orléans. Louis d'Orléans qui est un des fils de Charles V, qui va prendre de l'ampleur et sous Jean sans peur, qui va clairement évincer le duc de Bourgogne, ce qui va conduire à son assassinat, l'assassinat de Louis d'Orléans, à Paris en 1407 sur ordre de Jean sans peur. Et donc débute un pan bien connu de ces années-là, la guerre civile entre les Bourguignons et les Armagnacs. Donc les Armagnacs qui sont pro-roi de France, et les Bourguignons, clairement, qui ne veulent pas en entendre parler, et qui sont plutôt proches des Anglais. Donc, période de guerre civile, les Anglais, notamment son roi Henri V, en profitent pour réactiver la guerre de 100 ans.
et ils vont infliger une grande défaite aux Français en 1415, la bataille d'Azincourt, qui est aujourd'hui encore une très grande défaite pour les Français. Et parallèlement à cette défaite, Jean sans peur va en profiter pour étendre toute son influence sur Paris et presque prendre le contrôle de Paris, puisque notamment dans ces années-là, il y avait plus de 6 000 hommes en armes dans Paris. C'était assez, on va dire, agité. Et aujourd'hui, petite information, il reste un vestige du palais de Jean sans peur à Paris, qui est la tour Jean sans peur, qui se trouve à côté des Halles de Châtelet. C'est sur la rue Étienne Marcel au Réaumur, je ne sais plus. Regarde, Étienne Marcel, c'est ça, où il reste encore une très belle tour, avec une très belle voûte d'escalier végétale qui a été, on pense, sculptée par Claus de Werve, qui est un grand sculpteur de ces années-là, fils de Claus Sluter, mais on va en reparler quand on va aborder le contexte artistique. Donc toute cette guerre entre les Bourguignons et les Armagnacs, elle ne va pas s'arrêter là, puisque Jean sans peur est lui-même assassiné en 1419, lors d'une entrevue à Montereau, et donc Philippe le Bon va devenir duc de Bourgogne. Pendant ce temps-là, pour les Anglais, la situation va un peu se gâter, puisque en 1429, notamment, ils échouent à Orléans. Donc, dans ces années-là, c'est les années Jeanne d'Arc, pour raccrocher un peu d'un point de vue chronologique, puisque c'est vrai que je pense qu'on ne visualise pas toujours que Jeanne d'Arc, c'est au XVe siècle, et ce n'était pas au XIIe ou loin, dans un Moyen-Âge très lointain. Et donc, le vent va commencer à tourner pour les Anglais, et Philippe le Bon, qui était allié des Anglais, lui aussi va sentir le vent tourner, et va finalement signer un traité de paix avec Charles VII, donc Charles VII, le nouveau roi de France, qui a été sacré grâce à Jeanne d'Arc, entre guillemets, dans cette grande histoire de France. Il va signer en 1435 le traité d'Arras, qui va finalement marquer la fin officielle de la guerre civile bourguignon-armagnac, et pendant plusieurs années, le roi de France va être un peu plus proche, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, va être un peu plus proche, entre guillemets, mais très entre guillemets, du roi de France. Et on va avoir une période un peu d'accalmie, mais ça va être réactivé avec Charles le Téméraire, donc le fils de Philippe le Bon, donc Philippe le Bon meurt en 1467, mais dès 1465, Charles le Téméraire, qui, avec ce qu'on appelle la Ligue du bien public, va monter des vassaux du roi de France contre le roi de France et va re-rentrer en querelle, on va dire, avec le roi de France. Et lui-même, quand il sera duc de Bourgogne, à force de vouloir être trop gourmand, va échouer en 1477 aux portes de Nancy contre le duc René. Et il va trouver la mort d'ailleurs aux portes de Nancy, on retrouvera son cadavre 2 jours après dans un marais, et c'est la fin entre guillemets de cette Bourgogne très puissante des ducs, puisque à la suite, donc Marie de Bourgogne, la fille du Téméraire, va épouser en urgence Maximilien d'Autriche, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, pour essayer de sauver ce qu'il en est, puisque dès la défaite de Charles le Téméraire, le roi de France, Louis XI, qui n'est pas fou, envahit immédiatement la Bourgogne. Donc la Bourgogne qu'on connaît, pas les Pays-Bas bourguignons, la Bourgogne, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui. Évidemment, il envahit tout ça. Et donc Marie de Bourgogne qui se marie avec Maximilien, mais qui, elle, décède quelques années plus tard, à peine à 25 ans, d'un accident de cheval assez bête. Et c'est vraiment en 1493, avec le traité de Senlis, que marque la fin de cette grande Bourgogne très puissante, puisque la Bourgogne qu'on connaît actuellement, encore une fois Dijon, Beaune, reste sous le contrôle du roi de France, et les Pays-Bas bourguignons passent sous contrôle du Saint-Empire romain germanique, Maximilien. Ça, c'était pour remettre un peu de contexte. C'est très résumé, c'est très rapide. Encore une fois, il y a des gens qui vous feront une histoire de la Bourgogne très longue, qui pourront vous raconter plein de détails et surtout d'éléments plus détaillés sur la politique des ducs de Bourgogne. Là, l'intérêt, c'était juste de montrer où s'insèrent les speakers et les artistes qu'on va présenter juste après. Donc le contexte artistique maintenant, donc là je parle des artistes à Dijon et Beaune vers 1450, mais je pense qu'on peut faire un retour en arrière aussi, puisqu'on a parlé de Philippe le Hardi il y a quelques minutes. Philippe le Hardi, donc on est à la fin du XIVe siècle, au tout début du XVe siècle, c'est le premier grand-duc de Bourgogne qui va faire venir beaucoup d'artistes, puisque notamment sur le chantier de la Chartreuse de Champmol, Champmol qui est à côté de Dijon, enfin qui aujourd'hui a été absorbé par Dijon, c'est à côté de la gare. Si vous sortez à la gare de Dijon, vous rentrez dans l'hôpital, qui est un hôpital psychiatrique, je crois, exactement. Vous avez encore quelques vestiges de la Chartreuse de Champmol, notamment le très beau Puits de Moïse, qui a été réalisé par Claus Sluter, qui est un chef-d'œuvre de la sculpture du XVe siècle. Également, il reste l'abbatiale, l'église avec son tympan, sculpté également par Sluter, avec son fils Claus de Werve.
Mais parallèlement à ça, évidemment, Philippe le Hardy fait aussi venir beaucoup de peintres. À cette époque-là, les grands noms de la peinture qu'il fait venir, on pense notamment à Jean Malouel, dont des exemples sont conservés au musée du Louvre. Donc là, on est vraiment au début du XVe siècle. Un autre artiste qui va venir sur le chantier de Champmol, qui va rester très important jusque dans les années 1430, c'est Henri Bellechosse. Henri Bellechosse, dont on conserve au musée du Louvre un grand panneau représentant le martyre de Saint-Denis. Voilà, c'était pour le début de la production, mais déjà, dès ces années-là, c'est important de dire que Dijon est une plaque tournante pour les artistes, des artistes qui viennent bien sûr des Flandres, très important, mais qui viennent aussi potentiellement d'Allemagne et même d'Italie. Dès ces années-là, les circulations d'artistes sont très importantes, contrairement à ce qu'on a pu penser. Ce n'est pas juste à la Renaissance ou au XVIe siècle que les artistes qui viennent d'Italie, notamment, passent par Dijon. Donc on arrive aux années 1450 et on va évoquer brièvement un personnage bien connu à Beaune, Nicolas Rolin. Nicolas Rolin qui fonde les Hospices de Beaune en 1443 avec Guyonne de Salins, sa femme, et qui commande, à la lisière des années 1450, un grand polyptyque qui doit être installé dans la salle des pauvres, le polyptyque du jugement dernier, réalisé par Roger van der Weyden et son atelier dans ces années-là. Et on pense que le polyptyque est en place dès 1450-51 aux Hospices de Beaune, et naturellement, il va influencer beaucoup d'artistes de la région, évidemment. Et dans ces années-là, on a d'autres grands modèles, puisqu'on a aussi Robert Campin. Robert Campin, alors, d'après l'état de la recherche, on pense plutôt que Robert Campin, c'est un groupe de peintres qui était actif vers Tournai, dans les années 1440 également. Et autre grand modèle, bien sûr, Jan van Eyck, qui va travailler pour Nicolas Rolin également. On connaît bien la Vierge au Chancelier Rolin, qui est conservée au musée du Louvre. Alors, la datation, encore aujourd'hui, il y a un peu de querelle autour des datations de ce tableau, globalement dans les années 1430-35. Alors, petite information, ce tableau vient d'être restauré au musée du Louvre, et il va être présenté dans moins d'un mois, dans une exposition au musée du Louvre, justement, autour de sa restauration, avec d'autres tableaux de contemporains de Van Eyck. Alors, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas pu vous mettre une photo du tableau restauré, parce qu'on ne peut pas encore la diffuser. Mais je peux vous dire que c'est très impressionnant, puisque là, on a une photo dans l'état d'il y a quelques années, donc le tableau, en plus, la photo n'est vraiment pas flatteuse. Le tableau était très jauni, assombri, et dans sa présentation au musée du Louvre, la lecture était assez difficile, puisqu'on rappelle également que les formats souvent de Van Eyck, sauf pour le polyptyque de l'agneau mystique, évidemment, c'est quand même souvent des petits formats avec beaucoup de détails, et le tableau était très sombre, et là, on va redécouvrir toutes les couleurs de ce chef-d'œuvre. Pour évoquer, alors voilà, justement aussi pour évoquer l'influence de van der Weyden dans la région. Alors van der Weyden, il s'est peut-être déplacé à Beaune pour faire son polyptyque, mais il l'a peut-être aussi fait dans son atelier à Bruxelles. Et après, le polyptyque a été transporté à Beaune, puisque donc van der Weyden, qui est aujourd'hui un des peintres les plus connus du XVe siècle, de ce qu'on appelle ces primitifs flamands. Le mot primitif, en histoire de l'art, est utilisé pour désigner ces peintres du XVe siècle, notamment. Donc un primitif flamand, très actif à Bruxelles, qui de son vivant est très célèbre. Aujourd'hui, si vous allez dans la cathédrale Saint-Gudule à Bruxelles, vous avez une plaque hommage à Roger van der Weyden, bien qu'on ne connaisse pas exactement la localisation de sa tombe, mais il avait un atelier extrêmement puissant, très important, avec beaucoup d'élèves. Faut savoir que dans ces années-là, pour des chantiers comme le polyptyque du jugement dernier, l'artiste ne travaille pas seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que c'est le polyptyque de van der Weyden, mais son atelier a travaillé sur ces volets. C'est-à-dire que c'est une production industrielle, tout le monde travaille sur ce polyptyque. Et ces exemples-là, pour montrer son influence dans la région, puisqu'en haut, vous avez le retable d'Ambierle. Ambierle, qui n'est pas très loin de Roanne, le prieuré d'Ambierle, c'est un retable qui a été commandé en 1460 par Michel de Chaugy, qui était un proche des ducs de Bourgogne également, dès la commande pour le prieuré d'Ambierle. Donc c'est assez intéressant puisque c'est un retable qui n'a jamais bougé comme pour finalement le polyptyque de Beaune également. Il est toujours en place pour là où il a été commandé. Et c'est intéressant puisque déjà stylistiquement dans les peintures, on voit toute l'influence de van der Weyden, et c'est un retable typiquement bruxellois avec ses sculptures au centre. Et on pense, la recherche pense, que ce peintre qui a réalisé ce retable est d'ailleurs travaillé dans l'atelier de van der Weyden, puisqu'il pourrait s'agir de Pierre Coustin. C'est pour montrer vraiment la circulation de ces motifs. Et en dessous, des retables moins connus, il y en a deux, je vous montre le plus grand, retable de Ternant. Ternant, c'est un tout petit hameau qui est sur la route entre Autun et Moulins.
dans son église, il y a 2 triptyques qui également ont été commandés initialement pour Ternant, donc ils n'ont pas bougé, qui ont été commandés par Philippe de Ternant pour le plus gros, celui que vous voyez. Philippe de Ternant, qui était proche également des ducs de Bourgogne, qui a été un ami d'enfance, entre guillemets, qui a grandi avec Charles le Téméraire. Et on est dans ces mêmes années, et on retrouve une construction bruxelloise et ses influences toujours de ses grands maîtres, comme Van der Weyden. Voilà, c'était les petits exemples. Mais on a aussi, là on a parlé d'artistes avec Van Eyck, Van der Weyden, Robert Campin, d'artistes qui travaillent au service des ducs, qui sont extrêmement importants, qui sont de leur vivant même déjà célèbres, mais on a aussi toute une myriade d'artistes qui travaillent notamment à Dijon et qui ne travaillent pas forcément pour le duc ou qui peuvent travailler pour la municipalité ou pour d'autres commanditaires ou pour tout simplement des notables un peu fortunés ou qui ont les moyens en tout cas de se faire portraiturer. Autre petit détail, je pense que c'est important de le préciser, même si ça coule de source je pense pour certains, au XVe siècle, le statut de l'artiste n'est pas du tout le même que l'artiste au XIXe siècle. C'est-à-dire que déjà au XVe siècle, l'artiste ne signe pas ses compositions et le peintre, finalement, c'est un artisan. C'est pas du tout, comment dire, Claude Monet ou ces gens qui vont être élevés sur un piédestal. Je pense que c'est assez important de le préciser. Et donc dans ces années-là, à Dijon, on a aussi toute une myriade de peintres qui travaillent. Je parle de Dijon parce que ça va nous occuper. Je peux citer quelques exemples. On a notamment la famille Changenay qui travaille entre Dijon et Avignon. On montre encore une fois la circulation des artistes, qui ne travaillent pas pour les ducs, qui ne travaillent pas forcément pour la municipalité, qui travaillent pour des notables assez fortunés. Donc vraiment des artistes qui ne sont pas, comme Van der Weyden, encore une fois, des gens très importants. Et dont, pour les Changenay notamment, il y a eu 2 publications assez récentes qui a permis de faire réémerger cette famille, puisqu'on a assez peu d'œuvres de référence, et c'est ce qui va nous intéresser avec Pierre Spicre, c'est qu'on a assez peu d'œuvres de référence, assez peu de documents, il faut essayer de se démêler avec tout ça. En bas, alors là je vous mets justement un tableau qui est rapproché de la famille Changenay, notamment, alors qui est réapparu il y a quelques années, il y a une bonne décennie voire plus, qui est aujourd'hui en collection particulière, qui est l'ex-voto de Philippe Pau. Philippe Pau, c'est celui que vous voyez en bas à gauche. On voulait prendre un exemple de commanditaire un peu moins important. Donc, la famille Pau, on connaît bien le château de la Roche-Pau, qui aujourd'hui est dans une situation un peu tragique. Donc, Régnier Pau dans un premier temps, puis Philippe Pau, son fils, qui était grand sénéchal de Bourgogne, dont son tombeau est conservé au musée du Louvre, très important. Et donc, cet ex-voto est totalement réapparu, ce qui est assez rare quand même, qu'un tableau important comme celui-là réapparaisse, et qui est aujourd'hui en collection particulière. Et à gauche, je vous ai mis une page d'un missel qui a été présenté, alors qui est conservé à la bibliothèque de Lyon, et qui a été présenté il y a 2-3 ans pour l'exposition Miroir du Prince, on en parlait Véronique, Miroir du Prince à Autun, qui lui est lié à un autre commanditaire qui va beaucoup nous intéresser, c'est Jean Rollin. Donc Jean Rollin, c'est le fils de Nicolas Rollin, qui est évêque dès 1436 et cardinal dès 1450, qui lui aussi va s'entourer de beaucoup d'artistes et va financer beaucoup de chantiers de reconstruction d'édifices, notamment à Autun, on va en parler. Donc je voulais juste présenter ce missel d'un peintre, c'est pour montrer aussi les problématiques, d'un peintre qui n'est pas identifié, qu'on nomme avec ce qu'on appelle un nom de convention. Quand on n'a pas le nom du peintre, on l'appelle le maître d'eux en fonction de son œuvre de référence. Donc là, c'est le maître de Jean Rollin, tout simplement. Alors, Pierre Spicre dans cet écosystème. Qu'en est-il de Pierre Spicre? Pierre Spicre, dans les documents, il est localisé à Dijon. Mais il apparaît dans les documents sur un laps de temps très court, comparé à d'autres artistes de cette époque. C'est-à-dire qu'il apparaît entre 1470 et 1478, ce qui est assez court. Et dès 1470, la première mention de lui, il a un statut assez important, puisqu'il est désigné comme juré expert lors de la réception du tombeau de Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, qui est donc, que vous connaissez bien je pense, qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Dijon, mais qui avant était dans la Chartreuse de Champmol, puisque à la Révolution, la Chartreuse a beaucoup souffert, les tombeaux étaient déplacés, et aujourd'hui ils sont dans leur salle au musée des Beaux-Arts de Dijon. Donc Pierre Spicre, à peine 8 ans dans les sources, mais dès sa première apparition dans les sources, il est déjà assez important, et on va le retrouver à Beaune en 1474, ça on va en parler, avec le contrat de ce qui apparaît être les patrons de la tenture de la vie de la Vierge, j'y reviens après. C'est un artiste qui est également dans les sources et localisé dans Dijon, à côté de l'hôtel du Chancelier Rollin. Alors dans les sources, c'est pas écrit comme ça, mais c'est pour simplifier.
Alors l'hôtel du chancelier Rollin, c'est globalement vers la rue Verri, juste derrière le musée des Beaux-Arts de Dijon. C'est le bâtiment qui aujourd'hui accueille les archives départementales de la Côte d'Or. Donc c'est à hauteur du 8 rue Janin. Donc en gros, Pierre Spicre est dans un quartier qui à l'époque est très occupé, notamment par des artistes, puisque la rue Verri, les Changenay notamment dont je parlais, ont un atelier rue Verri. Voilà. Rue Verri qui est aujourd'hui très belle, qui est une rue médiévale très bien conservée à Dijon, piétonne également. Alors, Pierre n'est pas le seul Spicre à cette époque à Dijon, puisqu'on en a d'autres. On a notamment Guillaume. Guillaume, qui dans les documents apparaît être le père de Pierre, qui lui est documenté sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que dès 1447, il est localisé à Dijon, il est localisé à Dijon et dès 1454, il apparaît comme peintre verrier du duc Philippe le Bon. Donc finalement un statut très important puisqu'il travaille directement auprès du duc de Bourgogne. On le retrouve à plusieurs reprises dans les documents pour plusieurs commandes, notamment une commande dont à propos de laquelle je reviendrai juste après. Je reprends mes petites notes parce que je fais tout de... Et donc Guillaume Spicre, on le retrouve, et ça va peut-être être un premier élément, on n'en est qu'à des suppositions, mais ça peut être intéressant. Certains historiens de l'art en ont parlé ces dernières années dans leurs publications. Pierre Spicre, c'est assez étrange qu'il n'apparaisse que 8 ans dans les sources, il meurt probablement assez jeune, à vrai dire. Et on a un document où Guillaume, en 1470, demande une réduction d'impôt puisqu'il est dit être malade. Donc on pense que Pierre s'est potentiellement formé auprès de son père Guillaume et à partir des années où il a commencé à être malade, à récupérer potentiellement le carnet d'adresse de son père, était un peu plus important, ce qui peut expliquer qu'en 1470, il ait une charge aussi importante que jury expert pour la réception d'une œuvre aussi importante que ce tombeau réalisé par Antoine Le Moiturier, également très grand sculpteur. Et donc dans certains documents, Guillaume est déclaré mort en 1474, dans d'autres 1477, voilà. Mais en tout cas, il est documenté beaucoup plus longtemps. Et pour revenir sur le nom Spicre, alors oui, on a aussi un Laurent Spicre documenté à Dijon en ces mêmes années, qui lui est orfèvre, donc qui nous intéresse moins ici puisqu'on s'intéresse aux peintres. Mais voilà. Le nom Spicre également questionne, puisque dans les archives, il est rédigé de manière assez changeante, on va dire. Ça peut aller de Spilg à Spic, ça change. Et donc ce qui a poussé déjà à penser dans un premier temps à une origine nordique, une origine des Flandres, mais on penserait plutôt aujourd'hui à une origine tournaisienne, puisque dans ces mêmes régions, on a des familles d'artistes notamment, mais sans qu'ils soient liés avec nos Spicres, des familles qui s'appellent Spiker notamment. Voilà. Je reprends juste sur Guillaume. Guillaume qui également reçoit la commande à plusieurs reprises de décors éphémères par la municipalité de Dijon, notamment les décors éphémères pour les obsèques de Philippe le Bon en 1467, puisque un autre élément qu'on peut rajouter sur les peintres à cette époque-là, c'est que quand ils sont nommés peintres verriers dans les sources, en général, ce n'est pas juste le peintre sur vitraux, c'est-à-dire que ce sont des peintres qui font tout, qui peuvent aller sur du manuscrit, sur des décors éphémères, sur des vitraux également. Donc c'est un artiste complet, c'est ce que je reviens à cette idée d'artisan et des peintures de chevalet également. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques œuvres anciennes, alors notamment celle de droite, qui est la grande peinture du Calvaire, qui est dans Notre-Dame de Dijon, qui est une peinture qui est en assez mauvais état. Là, c'est une photo très lumineuse, la peinture ressort beaucoup moins. Si vous allez à Dijon, vous allez moins bien voir cette peinture, qui a été anciennement attribuée d'ailleurs à Guillaume Spicre par Charles Sterling dont je vais reparler, qui est un très grand historien de l'art, qui a été conservateur au musée du Louvre, et qui, dans les années 60, a permis de redécouvrir de grands primitifs français, comme le maître de moulin, Jean Hay, dont je reparlerai également. Au centre, un manuscrit dont on reparlera à la fin, un recueil de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, qui est contemporain ou qui est un petit peu antérieur au manuscrit qu'on va voir juste ici, qui pourrait témoigner de la formation de Pierre auprès de son père Guillaume. Voilà. Alors, juste petit point sur ce panneau. Dans les années 1460, Guillaume Spicre reçoit notamment la commande avec Adam Dumont de la réalisation de 19 panneaux héraldiques aux armes des nouveaux chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or, donc des chevaliers nommés entre 1456 et 1460. Et donc il réalise
cette commande, et on a redécouvert 2 panneaux dans les années 70. Et ces panneaux sont aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Dijon. On a notamment celui-ci aux armes d'Antoine Grand-Bâtard de Bourgogne, qui est le fils de Philippe le Bon. Donc historiquement, c'est très important, hein, c'est très intéressant cette redécouverte sur une commande documentée auprès de Guillaume Spicre, mais qui malheureusement ne permet pas en revanche d'identifier un style individuel, un style pictural entre guillemets. Et d'ailleurs qui était présenté dans mes souvenirs dans l'exposition Miroir du Prince également, je crois, dans la partie qui était au musée Denon de Chalon-sur-Saône. Alors, qui sont les commanditaires des Spicre? Donc, je l'ai déjà un peu expliqué, notamment pour Guillaume, donc on a le duc de Bourgogne, hein, Philippe le Bon, dont je vous ai mis en bas à gauche le très beau frontispice des Chroniques du Hainaut, réalisé par Roger van der Weyden, dont on a déjà parlé. Encore une fois, hein, l'artiste touche tout support, donc ça peut aller du politique gigantesque au manuscrit. Les Chroniques du Hainaut, dont le manuscrit est conservé à Bruxelles. Je vous ai mis également, et ça c'est assez important, je tenais à le mettre, au milieu, ce sont les effigies de Philippe le Bon et Charles le Téméraire autour du tombeau de Maximilien d'Autriche, à Innsbruck, dans la Hofkirche, puisque c'est un tombeau gigantesque avec des effigies en bronze magnifiques. Et je voulais mettre cette image, puisque je n'y suis jamais allé, et ça va beaucoup aller voir ça, ça a l'air très beau. Et à droite, Jean Rollin, dont on a déjà parlé. Ici, je vous ai pris juste le détail d'un tableau sur lequel il est représenté, un tableau de Jean Hay, le maître de moulin, dont je viens de parler. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean Rollin, on peut le voir comme le dénominateur commun entre Guillaume et Pierre, puisque donc Pierre va travailler directement pour Jean Rollin, puisque dans la commande de 1474, je vais plus présenter, c'est pour Jean Rollin qu'il réalise les patrons. Et Guillaume, lorsqu'il entre au service de Philippe le Bon, il est dans les documents recommandé par Jean Rollin. Et donc également, j'en parlais pour la réalisation de décors éphémères, notamment par Guillaume. Il travaille pour la municipalité de Dijon. Donc maintenant, on va revenir sur l'origine de la découverte de Pierre Spicre. Donc j'en ai parlé à plusieurs reprises, enfin on va en parler précisément. Le manuscrit, le contrat de 1474. Alors tout part de là, les mentions liées à Pierre Spicre sont redécouvertes à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en 1899, un archiviste, Joseph Garnier, fait émerger 2 mentions de Pierre Spicre, dans lequel le chapitre de la collégiale de Beaune passait commande au nom de Jean Rollin des patrons des histoires de Notre-Dame à Pierre Spicre. Ça, c'est la première étape. Henri Chabeuf, qui est assez connu en Côte d'Or, qui est un érudit local et un historien de l'art, qui dans ces années-là est déjà assez âgé, qui avait déjà consacré une étude à la tenture de la vie de la Vierge, va s'empresser de publier ce contrat en faisant déjà émerger une première question, parce que ces études sur la tenture de la vie de la Vierge l'avaient conduit à dater le tissage de ces tapisseries vers 1500. Or, ces patrons pour l'instant, puisque dans le contrat, c'est bien marqué patron. Or, ce contrat date de 1474. Donc la première question, c'était pourquoi on a tissé ces tapisseries 25 ans plus tard, près de 25 ans plus tard, et en plus, sur les tapisseries, je pense vous connaissez bien ici, vous, c'est Hugues Lecoq qui s'est fait représenter au bout de 2 pièces de tapisserie, et non Jean Rollin, qui initialement, d'après le document, si on le lit comme étant les cartons de tapisserie, c'est quand même lui qui commande, donc c'est assez étrange. C'était la première question. Donc très rapidement, je reprends encore une fois mes petites notes. Très rapidement, donc cette question connaît plusieurs explorations. Et aussi, une question qui émerge rapidement, c'est de savoir si ces patrons, déjà, quelle est la définition de ce mot patron, et de savoir si ces patrons sont bien les cartons qui étaient destinés au tissage de la tenture de la vie de la Vierge. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, plusieurs historiens de l'art vont s'intéresser à ce sujet. Donc, Henri Chabeuf, dont vous avez l'effigie, c'est marqué dessous. À gauche, c'est Jacques Bacry. Jacques Bacry, qui est un personnage assez intéressant. Jacques Bacry, qui a fait une thèse à l'école du Louvre en 1933 sur la tenture de la vie de la Vierge, mais qui plus tard a eu une grande carrière d'antiquaire en Bourgogne. Les frères Bacry
qui ont connu beaucoup de difficultés pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment qui ont été spoliés, dont les descendants ont choisi de vendre pas mal de pièces en 2017 ou 2018 chez Sotheby's. Et c'est notamment à ce moment-là que le musée de Cluny a pu racheter un panneau attribué au maître de moulin, Jean Ré. Voilà, donc Bacri, quelqu'un d'assez important, mais qui a aussi tout un volet historien de l'art, puisqu'il est allé dans les archives en 1933 pour sa thèse, et lui-même a voulu faire émerger de nouveaux documents. Et il a publié des études sur Pierre Spicre en 1935 et en 1949, où pour le coup, ensuite, c'est lui qui a posé beaucoup d'attributions, dont certaines qu'on va voir aujourd'hui, essayer de voir ce qu'il en est vraiment, puisque c'est pas si évident, et j'y reviendrai. C'est qu'on va en parler quand on va parler de la Suisse. Dans ces années-là, par moment, quand on ne faisait pas de l'histoire de l'art comme on peut en faire aujourd'hui, et il y a certaines attributions qui ont été posées un peu rapidement, sans document ou alors avec des problèmes de datation. Et il faut bien garder en tête aussi que quand on parle de peinture murale, notamment en Bourgogne, souvent elles sont très abîmées, et ne serait-ce que les... Alors on a de la chance puisque les peintures de la chapelle Saint-Léger sont en bon état, bien qu'elles aient été restaurées, je crois, en 1975 par Isao Takahashi. Isao Takahashi, très intéressant, qui est un maître fresquiste japonais qui travaille à Autun et qui a restauré beaucoup de peintures médiévales en Bourgogne. Donc je reprends, mais le débat va encore s'agiter lorsqu'en 1976, Alain Erland Brandenburg, qui est tout à droite, qui a été directeur du musée de Cluny, notamment, un grand médiéviste, va reprendre le contrat et va donner une nouvelle lecture pour le mot patron, puisque pour lui, le mot patron ne désigne pas du tout des cartons de tapisserie, mais plutôt des toiles peintes qui étaient étendues dans l'édifice, comme ça pouvait se faire au Moyen-Âge, d'ailleurs. Donc il réfute totalement l'intervention de Pierre Spicre dans la tapisserie, qui pour lui est l'œuvre d'un cartonnier assez médiocre de tournée. Mais donc, tout ça, je vous mets juste un petit exemple de toile peinte qui n'a rien à voir avec notre dossier, rien à voir avec la Bourgogne, mais c'est juste pour qu'on puisse visualiser les toiles de la Passion du musée des Beaux-Arts de Reims, qui sont un des trésors des collections de Reims, qui ont été commandées vers 1460 et qui ont été destinées à être tendues dans l'édifice, dans la basilique Saint-Rémy. C'est pour voir ce à quoi pensait Alain Erland Brandenburg quand il a fait quand il a écrit son texte. Mais le nouveau grand jalon pour le dossier Pierre Spicre et le dossier des tentures, de la tenture, c'est en 1900. Alors j'ai mis 95-99 puisque c'est une table ronde qui a lieu en 95 et la publication des actes, c'est en 1999. Donc dans cet ouvrage qui est magnifique, qu'il faut avoir, je pense, vraiment superbe, il y a un long article de Fabienne Joubert qui également était directrice du musée de Cluny, qui a été conservatrice au musée de Cluny dès 1987-8, je crois, qui a été professeure à l'Université de Bourgogne, qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui a dirigé de nombreuses thèses et qui est plutôt spécialiste en tapisserie médiévale d'ailleurs, va se pencher sur le dossier Pierre Spicre en consacrant de nombreuses pages au cas de la tapisserie déjà. Donc si vous lisez cet article qui est très intéressant, c'est une suite de documents. Déjà, elle s'est replongée dans tous les documents, qui a permis de faire émerger de nouveaux éléments. Elle a remis à plat tous ceux qui avaient travaillé sur le dossier Spicre. Et après, elle a fait quelques attributions en partant de la tenture. Et un élément important, c'est qu'elle réfute de but en blanc le texte de Alain Erland Brandenburg des années 1970, en disant bien que le contrat a été assez mal étudié, entre guillemets, puisque la lecture du conservateur omettait une mention en marge du registre, mentionnant bien marchand pour des patrons de tapisserie. Ce qui semble déjà dire que ce contrat avec Pierre Spicre, c'était bien pour des cartons de tapisserie. Et Henri Chabeuf avait déjà essayé de comprendre pourquoi, si c'était bien des cartons pour une tapisserie, pourquoi ça n'avait pas été tissé dans la foulée. Et donc plusieurs explorations ont été faites et il a émis notamment l'hypothèse, parce que dès les années 1480, les relations avec le chapitre de Beaune, entre le chapitre de Beaune et Jean Rollin se détériorent et le pape finit par trancher et Jean Rollin doit retourner vers Autun en 1483. Ce qui pourrait expliquer notamment que Jean Rollin n'avait plus forcément la tête et peut-être même l'argent je ne pense pas, pour faire tisser cette tapisserie. Et 25 ans plus tard, vers 1500,
Hugues Lecoq se dit on va reprendre ces cartons, puisque c'est quand même une économie de moyens, on n'a pas à repayer un cartonnier, a repris ses patrons pour les faire tisser, toutefois en les faisant adapter, puisque ça aussi ça a été souligné par Fabienne Joubert mais aussi par d'autres, certains vêtements sur la tenture de la vie de la Vierge correspondent à une mode vers 1500 et non vers 1470. Ce qui montre bien qu'il y a eu l'intervention d'autres peintres, et c'est là aussi où ça se complique, puisque à partir du moment où plusieurs peintres interviennent, qu'en est-il vraiment, que reste-t-il vraiment des cartons de Pierre Spicre? À quel degré ça a été modifié? Donc, soit dit en passant, si vous pouvez vous procurer cet ouvrage et ça vous intéresse, je vous conseille, puisqu'il n'y a pas que des articles sur Pierre Spicre, mais surtout le mécénat des Rollins, et c'est vraiment un ouvrage de référence, hein, entre guillemets, vraiment. Donc ça vient à mon point suivant, c'est que Pierre Spicre, on n'a pas vraiment d'œuvre de référence. Et c'est là où c'est assez compliqué. Je vais boire un petit coup. Pierre Spicre, on n'a pas vraiment d'œuvre de référence. Potentiellement la tapisserie, puisqu'il semble qu'il ait réalisé les cartons pour cette tapisserie, mais on a bien vu, oui, que d'autres peintres étaient intervenus ensuite, et que surtout elle a été tissée 25 ans plus tard. Et Pierre Spicre est mort depuis un moment, hein, puisqu'il est mort en 1478. Donc c'est déjà assez problématique, puisqu'on a quand même Pierre Spicre, il apparaît seulement 8 ans, il y en a une œuvre documentée, voire deux, on va le voir, une œuvre documentée, mais qu'on n'a plus, ou en tout cas on ne sait pas à quel degré on peut l'admirer aujourd'hui. Et dans la suite, beaucoup d'attributions, une petite dizaine on va dire, ont été faites au cours du XXe siècle, encore une fois par un moment assez trop rapidement, mais à la fin du XXe siècle, par Fabienne Joubert notamment, des attributions très intéressantes ont été faites autour de la tenture de la vie de la Vierge. Donc on va les voir, on va commencer par le corpus qui a été construit à ce moment-là, et ensuite on va balayer les attributions potentiellement un peu plus hasardeuses. Donc on a d'abord, en partant de la tenture de la vie de la Vierge, un rapprochement possible avec une peinture murale qui est dans l'église Saint-Cassien de Savigny-les-Beaunes. Donc Savigny-les-Beaunes, hein, à 2 km d'ici. Qui se trouve à hauteur du chœur, en fait, dans la voûte du clocher. C'est très fragmentaire, il reste quelques éléments, quelques très beaux éléments, hein. Donc on a notamment cet ange-là, et on a une assemblée de saints, mais à l'époque, la scène devait représenter sans doute un jugement dernier. Et très rapidement, donc dans son article de 1999, et aussi ça a été repris dans un catalogue qu'elle a fait en 2002 pour une exposition à Beaune qui s'appelait Drôle de trame, qui était centrée sur... vous vous en souvenez peut-être, voilà, qui était centré sur les tapisseries, alors pas que sur les tapisseries médiévales, mais sur des tapisseries aussi plus modernes, plus contemporaines. Elle avait repris ce rapprochement, et notamment cette comparaison d'images qui est quand même assez parlante, hein, puisque on retrouve notamment en termes du faciès un canon assez reconnaissable, hein, avec des yeux mi-clos, la partie supérieure de l'œil assez soulignée, et quand on regarde la tenture de la vie de la Vierge, on a aussi un canon assez trapu, ce qui va me servir après quand je vais parler des peintures de la chapelle Saint-Léger. Donc, ces peintures de Savigny-les-Beaunes, on ne connaît pas vraiment leur origine, elles ne sont pas très bien documentées, elles sont même mal documentées. On pense, d'après certains documents, qu'elles ont peut-être été commandées par Antoine Buisson, qui était suffragant du cardinal Rollin, qui, on dit qu'il avait apporté les reliques de Saint-Cassien à Savigny-les-Beaunes en 1443. Voilà. Alors, oui, je continue. Je continue à tisser ce corpus. Et à partir de ça, donc de ces éléments sur la tenture et ensuite sur la peinture de Savigny-les-Beaunes, un lien a été fait avec un manuscrit de la bibliothèque de Beaune, le fameux manuscrit qui est juste là, qui est ouvert, un exemplaire du Rational des Divins Offices, qui a été potentiellement réalisé en termes de datation vers 1460-70. Alors, qu'est-ce que le Rational des Divins Offices? C'est pas du tout un texte contemporain, c'est le texte, hein, qui a été écrit au XIIIe siècle par Guillaume Durand, qui était évêque de Mende. Voilà. Et donc, très rapidement, ce manuscrit a été étudié, et une chercheuse du nom de Claudia Rabel, en 1992, a déjà fait émerger le point suivant, c'est que l'entièreté des scènes est presque directement copiée d'un manuscrit qui est aujourd'hui conservé à Cambridge, mais qui, donc, à l'époque, devait être dans la région, hein, très clairement. En termes de technique aussi, ça a été souligné par François Avril qui est grand historien de l'art spécialisé dans les manuscrits médiévaux,
qui a une contribution énorme à l'histoire de l'art, qui avait souligné le fait que cette technique, à l'encre très peu rehaussée, était assez peu commune à l'époque, mais ce qui en même temps nous sert bien, puisqu'on voit bien le dessin du peintre, puisqu'on voit presque que ça. Hein. Là, je vous ai mis des miniatures assez rehaussées, mais clairement, le blanc est laissé en réserve, et on voit très bien le trait du peintre, un trait qui est assez rapide, qui est assez vif, et on voit bien qu'à plusieurs endroits, il a notamment eu du mal à se circonscrire à son cadre, et on voit bien en haut à droite l'édifice religieux qui dépasse du cadre, et ça, on retrouve ça à plusieurs endroits dans le manuscrit. Alors malheureusement, il manque quelques miniatures, mais celles qu'on a déjà sont très belles. Et donc là, un autre rapprochement peut se faire avec la peinture de Savigny-les-Beaunes. Alors, l'image à gauche est un peu sombre, mais c'est pour dire, ça marche, il y en a plein des rapprochements qu'on peut faire comme ça à l'échelle du manuscrit, de la tapisserie et de la peinture de Savigny-les-Beaunes. Encore une fois, tout ça, ça date du tout début des années 2000. Des rapprochements très efficaces qui marchent très très bien, et un qui marche encore mieux, qui a permis d'enlever une épine du pied des historiens de l'art, un rapprochement qui a été fait avec un panneau qui est conservé au musée du Louvre, une messe de Saint-Grégoire, qui pendant très longtemps, j'attends avant de vous montrer le rapprochement, qui pendant très longtemps a été estampillé sous une étiquette comme étant école d'Artois ou une école du Nord, qui avait beaucoup posé la question, notamment à Charles Sterling, dont j'ai déjà parlé. Et c'est Jacques Tuillier, un autre historien de l'art très célèbre, qui a permis de faire émerger dans les documents l'origine bourguignonne de ce panneau du Louvre, notamment provenant de la chartreuse de Chambeul. Donc déjà, on était plus assuré que ce panneau venait de Bourgogne, ce qui facilitait les choses potentiellement pour le rapprochement qui va suivre. Donc ce panneau qui est à gauche, qui est exposé en permanence d'ailleurs dans le département des peintures au musée du Louvre. Si vous y passez, je vous invite à aller le voir. Et on retrouve l'utilisation, on retrouve déjà la construction de l'autel, la construction des lignes de fuite assez particulières. J'ai pas choisi de zoomer au maximum, mais les visages des anges, notamment, sont assez particuliers, assez caractéristiques. Il y a l'utilisation de profils perdus. Alors, le profil perdu, c'est, vous voyez, le profil perdu, c'est quand on ne représente pas le profil dans son entièreté. Vous voyez le personnage au centre à gauche qui tient l'hostie. C'est ça un profil perdu. La flamme des cierges qui est assez particulière. Et puis, effectivement, au premier coup d'œil, le rapprochement marche extrêmement bien. Et encore une fois, à l'échelle des miniatures du manuscrit, on a d'autres éléments qui montrent que c'est potentiellement le même peintre qui a réalisé ces miniatures et ce panneau du Louvre. Ce qui est assez intéressant, puisqu'en fait, on a un embryon de corpus qui couvre plusieurs techniques. C'est-à-dire qu'on a la tenture de la vie de la Vierge, de la tapisserie, on a la peinture de Saint-Cassien de Savigny-les-Beaunes, une peinture murale, on a le manuscrit, le rationnel des divins offices, et on a un panneau indépendant, un tableau de chevalet. Donc ça, c'est pour le corpus qui a été entièrement remis à plat, entre guillemets, encore une fois, hein, je recite parce que c'est un article de référence Fabienne Joubert, qui a été remis à plat par Fabienne Joubert, qui a permis de faire émerger, avec aussi Philippe Lorenz et François Avril, ce corpus. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre problème, les peintures de la chapelle Saint-Léger à Beaune. Donc vous les connaissez sans doute bien aussi, un cycle de peinture murale magnifique, hein, très important hein, pour la Bourgogne dans ces années-là. On en conserve assez peu, hein, des cycles dans un si bon état, notamment la scène de la résurrection de Lazare, hein, en bas à gauche, qui est encore assez presque complète, là où le mur d'en face est plus fragmentaire, on va y revenir. Et donc, ces peintures sont redécouvertes quasiment au moment de la redécouverte du contrat de 1474 par Joseph Garnier. C'est-à-dire que les peintures sont exhumées par François Mathieu, qui est un peintre restaurateur, en 1901. Donc forcément, on commence à faire un lien. Et dans le contrat de 1474, il y a une mention qui va beaucoup interroger les historiens de l'art. Je l'ai notée, je vais vous la lire. Je vais vous la franciser un petit peu. Attendez. Voilà. Cette mention, donc je prends juste un morceau. C'est marqué « Aussi peint main jointe mon dit Seigneur le cardinal, ainsi qu'il est au tableau de la chapelle Saint-Ligier, à Beaune, que a fait le 10 mètres, son chienneau après lui et son chapeau de cardinal devant lui. » Donc, immédiatement, la lecture qui s'impose, c'est de dire « On a redécouvert ces peintures. Dans le contrat, il y a cette mention qui dit que Pierre Spicre a déjà réalisé une peinture pour Jean Rollin
dans les années 1470-71, dans la chapelle Saint-Léger. Il faut rappeler alors, que la chapelle Saint-Léger, c'est la chapelle Rollin, hein, dans la collégiale de Beaune. Donc cette lecture s'impose et très rapidement, les peintures sont attribuées à Pierre Spicre. Mais alors, je vous épargne les discussions qu'il y a eu pour faire émerger certains mots de cette mention, notamment le mot chienneau, hein, qui est le mot chien, qui n'a pas tout de suite été compris ainsi. Et en tout cas, là, c'est la mention telle qu'on la comprend aujourd'hui, telle qu'elle apparaît vraiment être. Ce qui va aider aussi à pousser à cette attribution, c'est que donc cette mention semble dire que Jean Rollin était représenté sur cette peinture, or, aucune trace de Jean Rollin sur les peintures de la chapelle Saint-Léger, mais en bas, à droite du pan de mur fragmentaire, juste là, vous avez un morceau de tunique rouge cardinalis qui aurait pu être très clairement le portrait du cardinal qui se serait représenté en donateur, comme il l'est sur le tableau de Jean Hay, qui est conservé au musée Rollin d'Autun. Alors c'est assez intéressant puisque donc, cette mention, on connaît plusieurs explorations encore une fois, et le mot tableau, est compris de diverses manières. Donc on pense d'abord que c'est une manière un peu curieuse de parler des peintures murales, mais on en arrive plutôt à la conclusion, en tout cas aujourd'hui, qu'il s'agissait d'un tableau indépendant, en fait d'un tableau sur bois, qui était posé sur l'autel de la chapelle, très clairement, qui devait ressembler à ce panneau, qui a été réalisé après, puisque, on va remettre un peu de contexte, donc là ce contrat c'est 1474, ce tableau, Pierre Spicre l'aurait réalisé en 1470-71, et là on est sur un tableau daté de 1480, donc par Jean Hay, le maître de moulin. On peut expliquer un peu le parcours de Jean Hay. Jean Hay, c'est un des nombreux artistes qui va travailler pour Jean Rollin, qui est un très grand mécène, peut-être même encore plus que Nicolas Rollin. Jean Hay, c'est un artiste qui est formé à Gand, dans le Nord, auprès de Hugo van der Goes, qui est un des plus grands primitifs flamands de ces années-là, qui, de son vivant, et ce qui est assez rare, encore plus que Roger van der Weyden, qui était célébré, il y avait des poèmes sur lui, c'était une superstar, Hugo van der Goes, qui avait un atelier très puissant, et beaucoup d'artistes sont passés par son atelier. Donc Jean Hay qui va descendre, comme beaucoup, hein, finalement, en France, pour trouver un commanditaire, pour trouver un patron qui va le protéger, et il commence son parcours à Lyon, auprès de Charles de Bourbon. Enfin, non, c'est pas ça. Il commence d'abord à Autun, en 1480, auprès de Jean Rollin, et on le retrouve ensuite à Lyon en 1488, auprès de Charles de Bourbon, et quand Charles de Bourbon meurt, il va ensuite à Moulins, et c'est là où il va laisser ce qui constitue son plus grand chef-d'œuvre, le triptyque de la Vierge, qui est aujourd'hui dans la cathédrale de Moulins, la Vierge d'Apocalypse, puisqu'il s'est mis au service de Pierre de Beaujeu et Anne de France, dont une exposition a eu lieu d'ailleurs il y a quelques années à peine. Voilà, en fait, c'est un processus assez similaire à nos Spicres, même si on est beaucoup moins sûr pour les Spicres. C'est des artistes qui viennent du Nord, hein, qui descendent, qui vont alors pour le coup, Jean Hay, il va se mettre au service d'un grand commanditaire, mais voilà. Et donc, Jean Hay réalise pour Jean Rollin ce tableau en 1480. Jean Rollin qui est très vieillissant à ce moment-là, qui va mourir, je ne sais plus exactement en quelle année il meurt, mais il meurt pas très longtemps après. Voilà. Un tableau magnifique hein, qui est aujourd'hui au musée Rollin d'Autun, qui est toujours sur place en Bourgogne, qui est jalousé par beaucoup d'institutions. Voilà. Donc le musée Rollin en ce moment est en travaux, je ne sais pas si on peut le voir ou s'ils l'ont prêté, mais en tout cas quand il rouvrira dans je ne sais pas combien de temps, je vous invite à aller voir ce tableau. Et on voit bien que Jean Rollin est représenté donc à droite, avec son chien près de lui d'ailleurs, hein, qui passionne les étudiants en histoire de l'art, souvent ce petit chien très, très particulier. La seule différence, c'est que son chapeau de cardinal est derrière lui et non devant lui. Ensuite, on va passer à des attributions qui ont été faites un peu rapidement. Donc, il y a notamment les apôtres de Châteauneuf-en-Ossois. Donc, dans le château de Châteauneuf-en-Ossois, forteresse encore très médiévale, il y a une chapelle qui a été refaite notamment au XVe siècle, hein, on voit bien en termes architectural, et qui a été ornée de peintures. Alors, les peintures il devait y avoir d'autres scènes, hein, puisqu'aujourd'hui ça paraît être assez fragmentaire, mais il reste notamment ces apôtres dans ces niches dans toute la chapelle, qui sont d'ailleurs très beaux, hein, et qui ont été attribués dans les années 1930-40 par Jacques Bacry notamment, à Pierre Spicre. Alors là, pour le coup, c'est une attribution peut-être un peu rapide, puisqu'il n'y avait pas vraiment de documents justifiant cette attribution. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que stylistiquement, elles ont un lien, à mon sens, et c'est ce que je disais dans mon article, à mon sens, avec les peintures de la chapelle Saint-Léger. Alors,
on va revenir sur le canon des peintures de la chapelle Saint-Léger, contrairement à ce qu'on a pu dire sur la tapisserie. Le canon de la chapelle Saint-Léger, c'est un canon très long, qui est très long. Les personnages, les épaules des personnages sont à peine marquées. Ils ont une tête qui paraît petite par rapport à la taille de leur corps. Et le traitement des étoffes est absolument magnifique, comparé à ce qu'on a pu voir avant. Et je pense, mon avis, c'est qu'on n'est pas si éloigné entre les peintures de la chapelle Saint-Léger et les peintures de Châteauneuf en Ossois. Alors, j'ai pas mis de légende. En haut, à gauche, on a le Christ de la chapelle Saint-Léger. En bas, on a donc un apôtre de Châteauneuf. Au milieu, on a ce personnage qui est très particulier sur les peintures de la chapelle Saint-Léger, qui nous regarde, qui est assez curieux. C'est un mystère, à vrai dire. Et à droite, on a ce Saint-André de Châteauneuf en Ossois. En termes du traitement des textures, alors encore une fois, ces peintures ont été restaurées, mais ils sont plutôt encore en bon état. En termes notamment à gauche, je trouve que ça marche bien. Le traitement des textures, la haute stature, c'est-à-dire que c'est des personnages très longs, très allongés. Là où vous avez, je pense, la tapisserie en tête de Beaune, les personnages sont quand même très courts sur pattes, avec des tout petits pieds, et là où, clairement, on a un canon très allongé avec une petite tête. Et je pense que, alors pour le coup, non, ces peintures de Châteauneuf ne sont pas de Pierre Spicre, sans doute pas, parce qu'on rappelle déjà qu'on n'a même pas d'œuvre de référence de Pierre Spicre, mais un lien, je pense, avec les peintures de Châteauneuf et peut-être d'Esslable. Ensuite, ça c'est assez intéressant, il n'y a pas beaucoup de documents dessus, c'est des fragments du musée Rolin-d'Autun qui sont attribués à Pierre Spicre. Je ne sais pas s'ils le sont encore aujourd'hui, mais en tout cas il y a quelques années dans le musée, c'était encore attribué à Pierre Spicre. Alors, déjà les fragments sont intéressants puisqu'ils sont liés à Jean Rollin. Donc Jean Rollin, encore une fois lui, il est partout, puisqu'ils proviennent de la chapelle Saint-Vincent de la cathédrale Saint-Lazare. La chapelle Saint-Vincent, c'est quand vous entrez dans la cathédrale, c'est une des premières à droite, qui était la chapelle de Rollin, de Jean Rollin, dans laquelle il y avait un grand programme décoratif qui représentait le martyre de Saint-Vincent. Donc vous voyez bien d'ailleurs Jean Rollin en bas à gauche, vous avez sa petite effigie. Donc en fait c'est une œuvre un programme décoratif qui devait être assez grand, mais il ne nous reste que ces fragments-là, qui sont très abîmés et qui, en plus, à la fin du 19e siècle, ont été transposés sur toile. Alors la transposition d'une peinture murale sur toile, notamment dans ces années-là, ça détériore quand même encore un peu plus la couche picturale. Donc, encore une fois, c'est une œuvre qui est assez peu documentée et dont l'attribution à Pierre Spicre a été assez rapide. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, c'est très compliqué de dire si ces fragments sont attribués à Pierre Spicre ou non. Et donc, ces fragments ont été ont été réétudiés, enfin pas vraiment réétudiés, justement, assez peu. À une époque, ils avaient été rapprochés des Changenay, je crois. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est lié à Jean Rollin, c'était bien dans la chapelle de Jean Rollin, mais dans l'état actuel des connaissances, et avec les documents dont on dispose, c'est assez difficile de dire que c'est une peinture attribuée à Pierre Spicre. Et encore une fois, même stylistiquement, poser un regard dessus, ça peut paraître compliqué, puisque c'est quand même très abîmé. Donc on va rester dans la cathédrale Saint-Lazare d'Autun. J'ai mis une petite photo pour couper. Cathédrale Saint-Lazare d'Autun, dans la ville haute, très belle cathédrale, construite vers 1130. On connaît tous le tympan de Gilbertus, et qui a été... Jean Rollin a financé de grands travaux, notamment dans la cathédrale Saint-Lazare. Il a fait refaire la flèche au XVe siècle, puisque les Rollins sont quand même plutôt implantés à Autun, on va le rappeler. Là, j'ai beaucoup parlé de Beaune et Dijon, mais les Rollins, historiquement, notamment Nicolas Rollin, c'est une famille d'Autun, et Nicolas Rollin part un peu, entre guillemets, de nulle part. Il va se hisser grâce à la confiance des ducs de Bourgogne, et leur fief va quand même rester Autun. Mais là, on va s'intéresser à la chapelle d'un de leurs concurrents, enfin disons d'un autre grand mécène à Autun dans ces années-là, qui s'appelle Ferry de Cluny. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Cluny. Les Cluny, c'est l'autre grande famille importante à Autun dans ces années-là. Ferry de Cluny, qui également est cardinal, qui vont avoir la confiance du duc de Bourgogne. C'est simple, les Rollins occupaient la ville haute, puisqu'aujourd'hui, ce qui est le musée Rollin, c'est l'ancien palais de Nicolas Rollin, des Rollins. À côté, il y avait l'église Notre-Dame du Châtel, qui était l'église dans laquelle s'est fait baptiser Nicolas Rollin, juste à côté de la cathédrale. Et dans la ville basse, les Cluny avaient leur palais, dont il reste aujourd'hui que la tour Marchaux, dans la ville basse, voilà. La tour Marchaux, qui a été en vente il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Le reste du palais est assez abîmé, puisque à une certaine époque, ça a été des logements, notamment au XXe siècle, et je pense que ma mamie qui est dans la salle pourrait témoigner du moment où c'était des logements.
Et la tour, par contre, reste encore très 15e, et je ne sais pas où ça en est aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas, donc les Cluny, autre famille importante de mécènes, et Ferry de Cluny, ce personnage, va se faire construire dans la cathédrale Saint-Lazare ce qu'on appelle la chapelle dorée, avec un grand programme décoratif au mur et un tableau de chevalet qui aujourd'hui est au Metropolitan Museum de New York, qui est attribué à Hans Memling. Donc Hans Memling, un grand primitif flamand également, qui travaille à Bruges. Voilà. Et il y a un grand programme décoratif de peinture murale qui aujourd'hui est très abîmé. Alors là, c'est une photo qui est encore un peu ancienne, mais je crois qu'aujourd'hui la peinture est assez peu lisible, hein. Et vous avez à gauche l'entrée dans la cathédrale de la chapelle qui est tout le temps fermée malheureusement pour des raisons de conservation évidentes. Et donc ce programme décoratif a été attribué lui aussi à une époque à Pierre Spicre de manière assez rapide à vrai dire. Et pour le coup les récentes études, notamment, alors les récentes ou non, les études déjà dans les années 80, puis les plus récentes études, ont poussé à réattribuer ces peintures ou du coup à les mettre dans l'entourage des Changenay, mais avant ça, d'un peintre qu'on appelait le maître des prélats bourguignons, qui notamment a été découvert par une historienne de l'art qui a beaucoup travaillé avec Charles Sterling, qui s'appelle Nicole Reynaud, qui a beaucoup œuvré, qui a permis de faire émerger beaucoup de choses pour le 15e en France. Là, l'intérêt, c'est pas forcément de s'attarder très longtemps sur ces peintures, mais c'est de balayer ce qui a pu être attribué à Pierre Spicre à une époque et à des époques plutôt anciennes. Mais donc ces peintures, aujourd'hui, sont plutôt rapprochées de la famille Changenay, bien qu'elles soient, encore une fois, très fragmentaires. Mais il y a eu des études récentes hein, sur la chapelle dorée de Ferry Cluny. Voilà, il faut s'y pencher. Autre attribution ancienne à Pierre Spicre, encore une fois par Jacques Bacry, c'est les portraits des Rabutins qui sont conservés au musée de Dijon. Alors, déjà, ce sont des portraits très très beaux, qui sont dans un très bon état et qui sont très beaux, on peut le dire, qui ont été découverts au château d'Épiry en Saône-et-Loire. Alors, Épiry, c'est à Saint-Émilion, c'est sur la route d'Autun. C'est quand on va à Autun depuis Beaune, il y a ce château encore très médiéval, hein, qui est très beau, et donc qui est en main privée d'ailleurs, mais il se visite. Et ces portraits ont été découverts dans ce château, et plus tard ont été dans la prestigieuse collection Rockefeller, puis ont été acquis par le Louvre, qui les a mis en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Dijon en 1986. Donc ils sont au Musée des Beaux-Arts de Dijon depuis un petit moment déjà. Donc ces portraits, effectivement, sur fond vert, avec ces inscriptions et ces petites sculptures sont absolument très beaux. Ils ont été attribués par Bacry à Pierre Spicre, avant qu'un article dans les années 30 les attribue à un autre maître, un article de Fernand Mercier, un maître dénommé le maître de Saint-Jean-de-Luz, et Frédéric Elsig, notamment, professeur à l'université de Genève, soulignait encore dernièrement que le maître de Saint-Jean-de-Luz, c'était un maître qui a été créé de toutes pièces et dont les seules œuvres attribuées restent ces deux portraits. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Dijon, je ne sais pas sur les cartels ce qui est marqué, mais il y a encore 2-3 ans, c'était marqué maître de Saint-Jean-de-Luz. Et la récente exposition au Rijksmuseum d'Amsterdam, en 2021, a attribué, dans leur catalogue, ces portraits à Guillaume ou Pierre Spicre, sans malheureusement expliquer la raison de leur choix, mais c'était ce qui était inscrit sur leur cartel. Et c'est ce qui va amener le pan suisse, le passage suisse, si vous voulez, des Spicre. Donc, un premier point, ce qui va expliquer un peu l'attribution ensuite des peintures du château Saint-Mère à Pierre Spicre, c'est qu'en 1473, un contrat mentionne un certain Magister Spicre, sans prénom, Magister Spicre, donc maître Spicre, à Lausanne, qui est documenté pour réaliser les volets peints du retable de la cathédrale de Lausanne, dont les parties sculptées sont réalisées par Charles Humblot, qui est un autre Dijonnais, donc c'est une délégation de Dijonnais qui vient travailler en Suisse. On rappelle que Lausanne, hein, c'est pas si loin de Dijon, hein, en termes de kilomètres, hein. Ça peut paraître... Malheureusement, ce retable a disparu dès 1537, puisqu'il a été emporté et fondu par les Bernois, puisqu'à cette époque-là, le contexte était un peu compliqué. Mais en tout cas, on a bien un Magister Spicre qui est documenté dans ces années-là à Lausanne. Alors, qui est ce Magister Spicre? C'est toute la question, et aujourd'hui encore, c'est une vraie question. Et justement, les peintures du château Saint-Mère de Lausanne, dont je vous ai mis une photo à droite, parce que je n'avais pas mis de photo au début, un très beau château, hein, puis en Suisse, c'est très bien entretenu, et en plus c'est le siège du gouvernement, donc c'est très beau.
Les peintures murales sont découvertes en 1918. Vous avez en bas à gauche leur situation dans l'embrasure de la fenêtre. Vous avez en bas à gauche la table du conseil. Et les érudits locaux vont s'y réintéresser. Et c'est assez intéressant dans une dynamique finalement similaire à ceux de Beaune, après la redécouverte du contrat en 1899 et tous les débats autour de la tenture. Donc on en a plusieurs, hein. On a notamment Maxime Raymond et Adolphe de Coligny, qui sont des érudits locaux de Lausanne, hein, qui ont beaucoup écrit d'ailleurs hein, sur l'architecture de la ville et sur certaines peintures, qui vont très rapidement attribuer ces peintures murales à Pierre Spicre, dont je vous mets, voilà, comme ça on voit mieux, qui vont très vite attribuer ces peintures murales à Pierre Spicre, en justifiant assez peu finalement leur choix. Et notamment, on a certains textes de Adolphe de Coligny, mais c'est des textes anciens, hein, c'est des textes des années 40-50, qui le comparent avec certaines œuvres qui, on a bien vu, elles-mêmes ont été évacuées du dossier Pierre Spicre. Et encore une fois, on revient à ce que je disais initialement, ce sont des peintures qui sont très abîmées et fragmentaires. On le voit bien à gauche, notamment en bas à gauche, puisqu'il manque quand même une bonne partie, et elles ont été très restaurées. Donc stylistiquement, c'était assez compliqué de poser une attribution. Et à l'autre fenêtre, à côté, on a une autre peinture qui représente les pères au désert, qui est datable plutôt de 1490 et qui, dans un texte de cette époque-là, est attribuée à Pierre Spicre sans vraiment de justification. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit « Pierre Spicre a réalisé ce dessin » et c'est tout. C'est pour dire, et j'insiste là-dessus aussi, c'est que il y a des apports à l'époque qui sont très importants en termes documentaires, mais il y a aussi par moments des textes qui sont assez rapides et on a une manière de faire de l'histoire de l'art par instant qui est différente d'aujourd'hui, qui est très sentimentale et qui est très liée aux choses qu'on a pu redécouvrir quelques mois auparavant. Puisque quand ce professeur à l'Université de Lausanne m'a demandé d'écrire cet article, je me suis replongé dans ce dossier suisse puisque je n'avais jamais vu ces peintures. Et je savais qu'elles étaient attribuées à Pierre Spicre et je me posais des questions dessus, je voulais savoir ce qu'il en était. Déjà, pourquoi Spicre en Suisse? Est-ce qu'il y a vraiment des documents? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc il y a bien cette mention à Magister Spicre. Mais ces peintures-là, l'attribution part vraiment de quelques érudits locaux dans ces années-là. Alors, c'est une peinture assez importante, pour un commanditaire important, puisque le prélat qui est en bas à gauche, c'est Benoît de Montferrand, qui, dans les années 1476-77, est évêque de Lausanne, une personne très importante hein, à échelle locale, qui commande ces peintures. Et ce que j'ai pas mis, c'est qu'on a aussi au-dessus de la fenêtre une vision de Dieu le Père, qui elle aussi est quand même assez fragmentaire. Voilà. Et donc c'est Benoît de Montferrand avec toute sa suite de favoris, de sa cour en fait finalement. Et récemment, notamment Frédéric Elsig, ont fait un rapprochement, entre guillemets, des portraits des Rabutins, en soulignant le caractère un peu bourguignon de ces peintures murales, leur écriture bourguignonne, ce qui n'est pas impossible, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que probablement, on peut évacuer ces œuvres du dossier Pierre Spicre. Alors, certains voudraient partir justement des portraits des Rabutins et des peintures de Lausanne pour en faire le centre du dossier Pierre Spicre. Nous, on a choisi de présenter le côté qui part de la tenture de la Ville des Vierges, qui semble plus logique. Mais voilà, donc je voulais parler de ces peintures à Lausanne, puisqu'elles n'avaient pas récemment été étudiées. Et c'est marrant, parce que, non, c'est pas vraiment marrant, les récentes publications des années 2010, 18, 20, finalement, n'évoque presque plus cette attribution à Pierre Spicre, ou alors très rapidement, mais quand on y va à échelle locale, il est dit que ce sont les peintures de Pierre Spicre. Mais dans les textes scientifiques récents, notamment autour du Château Saint-Mère, puisqu'il y en a beaucoup eu, hein, les universités suisses publient beaucoup de textes, parlent assez peu de l'attribution à Pierre Spicre et se concentrent sur des éléments de datation, des éléments stylistiques, et s'attardent sur d'autres décors aussi, puisque le Château Saint-Mère conserve encore beaucoup de peintures du XVe et du XVIe siècle. Alors voilà, une belle photo des tapisseries en situation, où on voit bien hein, là ce canon très trapu, très écrasé, un peu bourru en fait, hein, finalement. Donc que faut-il pour faire avancer le dossier Pierre Spicre? Et c'est ce que je disais. La première étape déjà, c'était peut-être d'essayer de voir toutes ces attributions qui avaient été faites et de reprendre les textes qui ont été écrits sur le sujet par des universitaires, avant même de parler de documents, mais de voir ce qui a été écrit dessus. Puisque pour essayer d'évacuer surtout des attributions qui parfois ont été faites quand même assez rapidement, ce que je disais, qui même parfois dans d'autres textes, d'autres historiens de l'art
ont été attribués à d'autres artistes, et c'était essayer de recouper tout ça pour voir ce qu'il en est vraiment de ces œuvres-là et de leur lien avec le dossier Pierre Spicre. Bien sûr, l'important ici aussi, c'était de parler de la tenture et des peintures de la chapelle Saint-Léger, puisque ça nous intéresse, on est à Beaune, et les peintures de la chapelle Saint-Léger, notamment de voir qu'elles sont quand même assez différentes dans leur style de la tenture de la vie de la Vierge et même de la peinture de Saint-Cassien et du manuscrit. Voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est de trouver aussi de nouveaux documents. Il faut qu'un paléographe dynamique reprenne le dossier Pierre Spicre et retourne en archive chercher de nouveaux documents et aussi se replonger dans les documents qu'on a déjà, hein, puisqu'on a bien vu que quand Fabienne Joubert s'est replongée en 1999 dans les documents, elle a fait émerger d'autres lectures, elle a trouvé d'autres éléments, puisque évidemment la paléographie au XVe siècle, c'est quelque chose qui bouge et les lectures peuvent varier aussi, puisque c'est pas comme on lit un texte nous aujourd'hui. Donc voilà. Et je voudrais faire une ou deux ouvertures avant de finir. Alors j'aimerais juste parler d'un petit retable qui là du coup n'a pas de lien avec Pierre Spicre, mais j'aimerais faire un lien avec la chapelle Saint-Léger. Un retable que j'ai découvert cet été, qui est conservé à Saint-Gervais-de-Couche, qui est donc au sud-ouest de Nolay, à quelques kilomètres de Nolay, qui est un tout petit hameau avec une église pour le coup très belle. Et il y a ce tableau qui est conservé derrière l'autel, un tableau du XVe siècle, mais un peu naïf, un peu naïf. Et en le voyant, c'est vraiment juste pour cette conférence que j'ai mis ces photos-là, puisque je n'en parle pas dans l'article, et c'est juste une pensée que je voulais partager. En le voyant, j'ai pensé aux peintures de la chapelle Saint-Léger, bien que le retable de Saint-Gervais-de-Couche soit quand même beaucoup plus, d'une moins bonne qualité et beaucoup plus naïf. Mais, alors là, j'ai mis qu'un élément, mais c'est vrai qu'entre les architectures et les regards des personnages et certains faciès, notamment le petit menton, ça m'a fait penser aux peintures de la chapelle Saint-Léger. Alors, ce retable de Saint-Gervais-de-Couche est quand même assez peu étudié, voire pas du tout. J'ai trouvé très peu de texte dessus. Donc voilà, ça pourrait valoir le coup, puisque c'est quand même un tableau intéressant. Est-ce que c'est peut-être n'a-t-il rien à voir avec les peintures Saint-Léger, mais peut-être que c'est un artiste qui a vu les peintures Saint-Léger, de la chapelle Saint-Léger pour ensuite peindre ce tableau. C'est une bonne question, voilà, je voulais le partager. Autre petit point de comparaison, c'est les architectures. Bien que les architectures à gauche soient quand même avec ces coupoles un peu plus orientalisantes, étrangement. Voilà. Et enfin, une autre ouverture sur le recueil de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, dont j'ai déjà parlé, mais très brièvement, qui pourrait témoigner vraiment de la formation de Pierre. Encore une fois, dans les années 90, ce recueil a été étudié, notamment par François Avril, qui, le premier, avait mis en évidence le fait que les nombreuses miniatures étaient d'une qualité très aléatoire. Ça variait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule main pour ce manuscrit. Ce manuscrit a été lui-même assez étudié, hein, puisqu'il a été commandé par un chanoine du nom de Pierre Crapillet. Il y a eu plusieurs textes dessus. Et stylistiquement, c'est assez intéressant puisque certaines miniatures sont extrêmement proches du manuscrit de Beaune, d'autres s'en écartent. Et donc, l'hypothèse qui avait été lancée, c'était d'y voir potentiellement la preuve de la formation de Pierre auprès de son père, Guillaume, dans l'atelier Spicre, puisque, pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un atelier Spicre, hein, très certainement. Guillaume était assez important, son fils a travaillé avec lui. Donc voilà. Donc le dossier Spicre, c'est tout pour le dossier Spicre, pour essayer d'en parler, d'essayer de faire une remise à plat, en fait, de voir ce qui a été fait dessus. Et encore une fois, il faut, pour l'instant, c'est vrai que, et j'en parlais encore avec le professeur Elsig à Genève dernièrement, on est un petit peu bloqué pour l'instant dans le dossier Spicre, par manque de documents. Il faudrait faire émerger de nouvelles choses. Donc il faut qu'un paléographe dynamique se plonge dans le sujet et reprenne à bras le corps. Moi, je vais m'intéresser plutôt à mes ménassiers en ossois. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé.